Ici le Dr Paul Simard, psychologue, et bienvenue dans le défi Psychoctober, un défi qui consiste à faire une vidéo par jour à tous les jours du mois d'octobre. Aujourd'hui, on va parler de la théorie des jeux et de thérapie de couple. Donc, on va voir un mélange un peu spécial d'un concept théorème mathématique et économique transposé sur la réalité du couple. Est-ce que c'est viable? Est-ce que c'est généralement reconnu par des données scientifiques? Eh bien, c'est ce que vous saurez après cette petite introduction. Donc, l'introduction vise à vous protéger, c'est-à-dire un petit rappel pour vous dire que le contenu vidéo a une portée éducative, qu'il ne remplace pas une psychothérapie et qu'au cours de la vidéo, je vais devoir faire de la vulgarisation scientifique et clinique à des fins éducatives. Donc, ce n'est pas le dépôt d'une thèse officielle avec des références ci-dessous. Quoique je vais vous mettre quelques liens en description si vous voulez poursuivre votre apprentissage sur le sujet. Donc, je vais appuyer également mes affirmations sur les données généralement reconnues et les données scientifiques à ma connaissance. Je vais vous parler de ma pratique clinique, mais gardez à l'esprit qu'il s'agit d'un résumé général. Également, si au cours du visionnement de cette vidéo, vous éprouvez des questionnements ou des souffrances intérieures, bien là, je vous rappelle que ce serait peut-être bien que vous alliez un pas plus loin pour personnaliser l'intervention, parce que ici, on est dans un espace général tout public. Donc, si je donne un exemple qui ne s'applique pas à votre situation spécifiquement, c'est peut-être parce que vous auriez besoin d'un accompagnement personnalisé et non pas d'un contenu public général. Donc, vous retrouverez en description le lien pour mon site web si vous voulez poser des questions de manière confidentielle, personnalisée et avoir l'assurance que je réponde. Tous les détails sont écrits sur l'offre de service. Et également, si vous voulez me contacter en privé, moi, pour les consultations, ça sera possible. Autrement, je vous invite à aller sur le site web de l'Ordre des psychologues du Québec. Il y a une section marquée « Trouver de l'aide ». Ça va vous permettre de vous accompagner dans un moteur de recherche professionnel. Ceci étant dit, on va maintenant plonger au cœur du sujet. On a deux concepts à démêler. Puis là, j'ai ma guitare qui vibre tout à l'heure. Écoute de soi, démonstration d'écoute de soi en temps réel. On a deux concepts à aborder aujourd'hui, le concept de la théorie des jeux et le concept de la thérapie de couple. On commence avec lequel? La théorie des jeux. Let's go. Donc, la théorie des jeux, c'est un concept mathématique qui a été élaboré il y a plus de 100 ans dans ses premiers prémices. Puis qu'est-ce que ça visait à faire? C'est que ça visait à décrire des transactions qui étaient faites, donc décrire des mécaniques transactionnelles sur des agents transactionnels, donc des personnes qui sont appelées joueurs dans la mécanique, mais il ne faudrait pas penser que c'est jeu dans le sens les jeux d'enfants. C'est jeu dans le sens dynamique, mouvement, transaction. Donc deux agents qui jouent ensemble, ne serait-ce pas un équivalent de ce qui se passe dans un couple? Donc, il y a des transactions dans un couple qui se passent, autant sur le plan de la réciprocité émotionnelle, amoureuse, sexuelle, financière, responsabilité commune, donc toutes sortes de transactions qui pourraient être bien décrites ou structurées en utilisant un cadre qui a fait ses preuves en termes de rigueur et qui a remporté d'ailleurs des prix Nobel d'économie, bien que, en guillemets, ça n'existe pas le prix Nobel d'économie, ça c'est affilié au prix Nobel. En tout cas, on en reparle dans une autre vidéo. Donc l'idée derrière ça, c'est que dans la théorie des jeux, il y a plusieurs grandes catégories de jeux qui vont nous intéresser et plus particulièrement deux formes qu'on va appeler la théorie des jeux à somme nulle et la théorie des jeux à somme non nulle. Ça vous paraît peut-être compliqué, dit comme ça jusqu'à maintenant, mais je vais vous le simplifier au maximum. Donc, une théorie de jeu à somme nulle. Donc, somme nulle, ça voudrait dire que le compte au final, là, des plus puis des moins, ça arrive à zéro. Donc, on pourrait dire que si ça tombe à zéro, c'est nul, on est arrivé nulle part. Donc, ça, on le voit souvent dans une dynamique où les gens vont avoir des objectifs opposés, dans lequel ils vont être en duel. Et dans ce duel-là, il ne peut y avoir qu'un vainqueur et un perdant. C'est pour ça qu'on dit que le gagnant plus 1, le perdant moins 1, si on fait la somme, ça fait 0. De manière concrète, si vous voulez avoir une représentation de à quoi ça ressemble
un jeu à somme nulle, on pourrait penser aux échecs. C'est-à-dire qu'il y a un gagnant et un perdant. Bien qu'à certains moments donnés, il peut également y avoir une partie qu'on dit nulle, donc égale. Il n'y a aucun perdant, aucun gagnant. Mais on est encore ici dans le zéro. Donc, on a deux modalités ici, hein, dans lesquelles un gagnant, un perdant ou deux nuls. On est nul, on est à zéro. Il n'y a rien qui avance malgré le jeu. Maintenant que je vous ai illustré ce concept-là de neutralisation, de malgré les efforts de jeu, il y a un compte au final qui arrive à zéro, on va pouvoir examiner l'autre théorie qui est la théorie des jeux à somme non nulle. Ça veut dire que le compte au final des transactions, il n'arrive pas à zéro. Et s'il y a deux personnes qui jouent ensemble, comme par exemple dans une thérapie de couple, quelles pourraient être les combinaisons possibles? Ça pourrait être deux personnes qui perdent ou deux personnes qui gagnent. Ça veut... t'as peu, ça veut dire qu'il y a des gens qui viennent en thérapie de couple puis ils vont tellement s'obstiner ensemble que leur objectif commun, ils sont plus en opposition, leur objectif commun, c'est la destruction totale de la relation. Puis là, ils vont essayer de faire le plus mal possible à l'autre, puis ils vont essayer de dire ben c'est pas vrai que tu vas réussir à avoir tel avantage parce que je vais détruire l'avantage pour pas que tu puisses en bénéficier. Puis moi, parfois, malheureusement, je vois ça en consultation de thérapie de couple, hein, des gens qui sont tellement blessés par l'idée de rupture, qui sont tellement meurtris à l'intérieur d'eux, puis ils souffrent tellement qu'ils veulent faire une vengeance pour que l'autre ait autant mal qu'eux ils ont mal. Ça donne peut-être une illusion qu'il va y avoir un gagnant et un perdant dans l'histoire. Mais en réalité, on est plus dans une dynamique de vengeance, contre-attaque, attaque contre recontre-attaque. Donc ça va détruire tout le monde dans la relation, puis voire même bien souvent, ce sont les enfants qui vont souffrir de ça. Donc là, on parle d'une théorie des jeux à somme non nulle négative. Ça veut dire -1 égale -2. Donc, on est rendu vraiment, on n'est plus à zéro. Les choses ont bougé, mais ils ont bougé vraiment dans le négatif. C'est la destruction totale de tout le monde, l'annihilation de la relation des gens. Il peut y avoir dans ce genre de portrait-là des tragédies qui se produisent, des choses horribles qui dépassent le terme de la vengeance, qui peuvent aller jusqu'à des décès, qui peuvent aller jusqu'à des violences financières. Donc, comprenez que ça peut aller très loin, les transactions. On n'est pas dans un jeu le fun ici. Mais là, si je viens de vous décrire une mécanique de -1 égale -2, donc destruction commune, ça se pourrait-tu qu'il y ait l'inverse, le chemin inverse? Un objectif commun, mais qui ne viserait pas la destruction, la vengeance, un objectif commun qui viserait une collaboration équitable, une négociation avec de l'alternance, où tout le monde gagnerait. Donc +1, +1. Donc les gens passent à travers ces transactions-là avec un sentiment d'avoir gagné quelque chose tous les deux à travers l'épreuve. Ici, on est dans des racines conceptuelles qui s'approchent également de la résilience. Hein? C'est profiter du fait d'avoir vécu une épreuve difficile pour créer une plus-value à l'occasion de la blessure ou de la difficulté. Mais, je ne suis pas en train de vous recommander de vivre des difficultés. Je dis que si vous vivez des difficultés et que vous choisissez le chemin de la destruction, ça va virer à une annihilation de tout. Il y aura une perte de valeur qui est faite pour tout le monde. Alors que si vous cherchez à créer de la valeur pour tout le monde, ça peut être très difficile, une négociation. Mais on va essayer de créer une nature équitable. Mais aller vers des transactions équitables, ça peut être très surprenant parfois. Mais il faut s'intéresser à la nature de l'autre. Donc, +1 égale +2. Pourtant, on est en train de parler du même sujet depuis le début. Hein? Conflit dans un couple qui ne sait pas trop qu'est-ce qu'il veut comme objectif. Donc, c'est pour ça qu'avant que moi, j'explique aux gens en thérapie de couple quelle trajectoire on va prendre, ou je leur dise qu'est-ce qu'ils sont en train de faire avec un reflet, je vais essayer de réfléchir avec eux quel est l'objectif. Puis, il peut arriver là, que l'objectif des gens en thérapie de couple soit très, très flou. Ils peuvent venir en consultation puis juste dire « ben moi, je veux juste arrêter d'aller mal »
ou je veux juste arrêter de souffrir. Mais ça, c'est une recherche de neutralisation. C'est la théorie des jeux à somme nulle. Ça ne solutionne rien. Donc, on a beau faire plein d'efforts, ça ne change absolument rien au compte final. Donc, donne-moi un instant, ma guitare n'arrête pas de vibrer depuis tout à l'heure. Elle résonne à la fréquence de ma voix avec l'écho. Donc, encore une fois, régulation. On reste présent à ce qui est. On n'est pas juste là présent dans notre tête. On écoute ce qui se passe en soi. En même temps, un petit bonus de la vidéo. Donc, je disais que ça peut prendre parfois plusieurs rencontres avant d'établir un objectif commun qui n'est pas dans le zéro. Puis, il y a parfois des gens qui vont arrêter les consultations de thérapie de couple avant même d'avoir réussi à établir un objectif commun. Parfois, les couples sont tellement maganés, sont tellement blessés d'avoir essayé plein de choses, puis ils ne perçoivent pas la valeur de poursuivre la clarification de l'objectif parce qu'eux, ils sont là dans l'ultime but de « là, il faut que ça arrête, là, il faut que ça arrête maintenant ». Puis ce n'est pas toujours possible. Il y a également la possibilité que les objectifs n'aillent pas dans la même direction. On n'a qu'à penser à l'exemple d'un partenaire qui veut vraiment prendre soin de son couple pour le rapprochement, puis l'autre partenaire qui voudrait de l'aide pour se séparer, puis c'est clair qu'il est déjà parti à l'intérieur de lui. C'est difficile, là. On n'a pas les mêmes objectifs ici, là. On est plus dans un objectif opposé. On a vu que la théorie des jeux à somme nulle, que s'il y a une opposition, qu'il y a un duel de force ici, au final, ça risque de tomber à zéro. Il n'y a rien qui avance. Donc, les gens stagnent devant moi en consultation de thérapie de couple. Mais moi, je ne les laisse pas stagner très longtemps. Je suis un psychologue actif. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais leur remettre une responsabilité sur la douleur qu'ils sont en train de vivre présentement, sur l'opposition ou le tiraillement qu'ils sont en train de faire pour leur enseigner comment se libérer de l'intérieur. Puis, il y a souvent un travail à faire sur la réduction du stress, la réduction des réactions automatiques de survie, créer un sentiment de sécurité. Puis quand on réussit à créer un objectif, moi, je vais essayer que ça soit toujours dans le sens de favoriser le rapprochement des gens. Mais en réalité, ce n'est pas de mes affaires. En tant que psychologue de couple, moi, je dois offrir aux gens les meilleurs moyens à ma connaissance, généralement reconnus, dont on dispose, professionnels, pour aider les gens. Mais ça ne veut pas forcément dire que c'est pour le rapprochement. C'est contre-intuitif de penser qu'il y a des gens qui viennent en thérapie de couple pour avoir de l'aide à bien se séparer. C'est également contre-intuitif de penser qu'il y a des gens qui ne sont plus en couple d'amoureux ensemble, mais ils viennent en thérapie de couple parentale. Donc, c'est les deux parents qui veulent savoir comment bien se parler, qui sont là, mais sont peut-être en couple d'amoureux avec déjà d'autres personnes, chacun de leur bord. Mais l'idée ici, ça va être de réfléchir à l'objectif commun. Puis moi, je vais essayer que ce soit un objectif créateur, positif, qu'il y ait des gagnants des deux côtés, mais ce n'est pas toujours possible. Parfois, la blessure est tellement grande que d'avoir une opportunité de voir l'autre être vulnérable, il y a des gens qui en profitent pour faire encore plus mal dans la blessure de l'autre personne. Encore, vous vous souvenez comment ça s'appelle? Théorie des jeux somme non nulle, négative. Donc, devant un -1, la personne, elle tape dessus, ça fait -2. Il n'y a même pas un gagnant, un perdant, il y a deux perdants. Transposer ce genre de concept-là mathématiques, économiques, aux transactions conjugales, ça va peut-être demander de faire un inventaire descriptif de tous les échanges qu'il y a à l'intérieur de la relation. Puis là, je dis toutes, mais d'une certaine manière, c'est les échanges significatifs. Donc, on n'a qu'à penser aux transactions qui marquent la définition même du couple. Est-ce qu'on a une transaction de réciprocité où le pouvoir est mal distribué? Est-ce qu'on a une réciprocité au niveau de l'intimité, au niveau de la sexualité, au niveau du partage des responsabilités? Est-ce que c'est équitable? Est-ce qu'on a une gestion du temps qui également nous semble équitable? Est-ce qu'on a les ressources financières sont-elles distribuées d'équitable? Les partages des tâches ménagères? Donc tout ça, ce sont des grands leviers
qui oriente la transaction dans le couple. Puis des fois, l'équilibre conjugal ou l'équité, on pourrait plutôt dire, ne se trouve pas forcément dans des précisions mathématiques exactes. On peut être très surpris quand on fait preuve de curiosité envers une personne pour dire que ah oui, toi finalement, si je te donne 1 heure de discussion par mois, tu te sens que tu es suffisamment rempli dans ta jauge d'amour pour faire 40 heures de soins sur les enfants. Ah! Mais pour ça, il faut être curieux des besoins de l'autre. Bien, on est très loin du conflit conjugal quand je vous parle de s'intéresser à l'autre. Puis les gens sont souvent pressés. Donc moi, je temporalise ça en consultation de couple. J'essaie de leur dire que ça existe, une sortie du genre de conflit dans lequel ils sont. Mais il va falloir apprendre la sécurité. Il va falloir apprendre à se réouvrir à l'autre. Il va falloir se donner le droit d'être malhabile. Puis c'est souvent le thérapeute qui va jouer le rôle de porteur au début là, des suivis conjugaux. Moi, je me fais le porteur de l'incertitude et du manque d'habileté des gens. Mais plus qu'on va avancer à travers les rencontres, puis là, on ne peut pas garantir un nombre de rencontres absolu parce que tout le monde vit des enjeux différemment, a des forces différentes, a des blessures différentes. Donc, méfiez-vous d'ailleurs si vous entendez un professionnel de la santé qui vous garantit qu'en 10 rencontres, vous n'aurez plus de problème de couple. Donc, ça, non, c'est plus proche du charlatanisme rendu là que de le fondement professionnel. Mais ça fait des belles promesses, ça fait une super belle promesse. Hey, 10, c'est réglé. Donc là, vous êtes capable de budgéter, c'est logique, c'est formidable, on peut prévoir, on peut se projeter. Mais dans la réalité, on va le voir au fur et à mesure, comment les gens répondent avec leur fragilité. Mais par contre, le professionnel doit vous le clarifier d'avance, cette affaire-là. Moi, je ne reçois pas les gens en consultation en leur disant « Allez-y, c'est barre ouvert, on y va au pif ». Non, moi, j'ai une bonne idée de la trajectoire de service qu'il va falloir composer. J'ai une bonne idée des étapes qu'il va falloir faire. Mais je vais l'expliquer aux gens. Mais par contre, lorsqu'on est en état de souffrance avancée, là, stressé, fatigué, pas bien, malade, en conflit, stress financier. Donc, maintenant, on peut devenir aveuglé par tout ça. Puis là, on n'entend même plus les exercices du thérapeute. La souffrance humaine, ça s'accapare les ressources adaptatives de la personne. Fait qu'il faut être bien humble et très cadré quand on embarque dans ce genre de dynamique-là. Et notamment lorsqu'on fait face à 2 personnes qui veulent être en duel. 2 personnes qui veulent faire perdre l'un l'autre, là, c'est comme un affrontement avec des petits coups de cochon. Là, puis je le vois, moi, de toutes sortes de manières en thérapie de couple, avec plein de stratégies où il y a des gens qui vont voler de l'argent à l'autre, il y a des gens qui vont crever les pneus du véhicule de l'autre, il y a des gens qui vont aller avoir des relations sexuelles avec un membre de la famille de l'autre, il y a toutes sortes de stratégies de sabotage mutuel, de contre-attaque, de violence qui font que le couple peut malheureusement arriver à 2 perdants. 2 personnes détruites. Des tragédies, comme je vous ai dit, des choses mortelles, épouvantables. Mais moi, comme professionnel de la santé, je vais aider les gens à s'en rendre compte. Puis je mets vraiment le paquet là-dessus. Quand je vois 2 personnes qui essaient de se détruire, là, je vais essayer de peut-être les faire passer d'une théorie des jeux à somme non nulle, où il y a une progression négative, je vais les faire passer à une zone de stand-by. Donc, j'y retourne à la zone de théorie des jeux à somme nulle, pour qu'ils créent du zéro un peu, pour qu'ils temporalisent les choses, pour qu'il va y avoir peut-être un gagnant et un perdant sur un sujet, mais sur l'autre sujet, il va y avoir un gagnant et un perdant sur l'autre sujet. Puis je vous rappelle que dans les configurations de stabilité des couples, selon les recherches, les couples les plus viables, ce sont les couples très similaires dans leur stratégie de gestion de conflit. 2 personnes sécures avec des stratégies de gestion de conflit similaires. Ça, c'est super viable. Mais le deuxième modèle de configuration viable, c'est les relations asymétriques. Il y en a un qui mène, c'est clair c'est qui mène, puis il y en a un qui suit, c'est clair c'est qui suit. Puis là, ils se promènent comme ça dans la vie. Ça peut être très stable quand même, mais très tendu. Il ne faudrait pas penser qu'il n'y a qu'une seule configuration de couple qui est viable dans le temps. Donc, même si c'est tendu, les relations asymétriques, ça peut être viable dans le temps. Mais moi, personnellement, je préférerais que les gens se rencontrent tous comme ça, de manière égalitaire, équivalente, respectueuse, sécure.
mais ce n'est pas toujours possible. Donc, il va falloir parfois que j'allège le poids de l'attaque que les gens se font dans leurs transactions pour créer une zone de somme nulle où chacun va pouvoir marquer des bons coups. Puis ça, c'est un des principes qu'on appelle l'alternance. L'alternance, c'est on s'occupe de tout le monde, mais pas en même temps. Donc, dans une approche qu'on appelle en psychologie la réduction des méfaits, on va passer d'une double recherche de destruction à peut-être une alternance de qui fait mal puis qui se fait faire mal. Hey, c'est bizarre, ça. Ça veut dire que le psychologue va mettre en place des stratégies dans lesquelles on le sait qu'il va y avoir quelqu'un qui va avoir mal. J'ai dit oui, mais on est dans une approche de réduction des méfaits progressive. Trop de santé d'un coup, c'est tellement différent des stratégies adaptatives et normatives des gens qui sont dans un conflit de destruction que ça va être rejeté systématiquement. Donc moi, je dois faire preuve de vigilance dans mon application des théories sur la santé. Je ne peux pas aller tout de suite au cœur de la santé. Ça va être soit rejeté ou moi, je vais me faire beaucoup attaquer parce que je vais trop rapidement au cœur du sujet. C'est délicat. C'est pour ça que ça demande une évaluation professionnelle rigoureuse, faire un travail de thérapie de couple. Donc, on passe d'une réduction des méfaits à, de temps en temps, il y en a un qui fait mal à l'autre, mais en alternance. C'est ça l'équilibre, on pourrait dire, asymétrique. Un qui gagne, un qui perd. Un qui gagne, un qui perd. Puis dans ce mouvement-là, tiens, ils développent une nouvelle recette de jeu de couple. Là, ils se font mal, mais il y a un équilibre relatif, un mouvement qui se crée. Puis là, ensuite, si ils veulent s'intéresser à davantage comment on fait pour aller plus loin, bien, je vais les ramener dans une approche de théorie des jeux à somme non nulle, mais positive. Il faut que les deux gagnent en même temps. Il ne faut plus qu'il y ait de soumis perdants, puis il ne faut plus qu'il y ait de gagnants dominants. Il faut qu'il y ait une alternance, mais une alternance de on se renvoie la balle comme ça, et non pas se renvoyer des coups de violence de cette manière-là. J'aime bien l'illustrer avec mes mains parce que je trouve que ça illustre les transactions de pouvoir. Mais ça veut dire que la personne qui est habituée d'être en bas, elle a beaucoup de défis dans l'apprentissage de comment on fait pour monter équitablement. Puis la personne qui est habituée d'être en haut, elle a beaucoup de défis aussi à apprendre à rencontrer l'autre de manière équitable. C'est difficile. Mais ce sont des compétences qui s'apprennent. C'est même pas compliqué en plus. Sécurité, flexibilité, connaissance de soi, saine gestion des frontières, dissolution de l'ego, ouverture à l'expérience, puis là, même pas obligé d'aller là. Des fois, juste travailler sur la première, créer un sentiment de sécurité, ça peut être un immense défi pour certains couples. Puis il y en a d'autres qui progressent quand même assez vite, puis qui peuvent aller même plus loin que moi. Ça m'est déjà arrivé d'accompagner des couples puis de leur montrer les mécaniques de base de comment on fait pour créer deux gagnants en même temps, puis de voir le couple là, tellement être bon qu'ils ont même dépassé ma compréhension de ces phénomènes-là. Ça, je trouve ça merveilleux. Puis c'est ça qu'on peut découvrir quand je ne suis pas pris, moi, dans mon ego comme psychologue, à dire je veux être la personne dans la pièce qui connaît le plus ces affaires-là. Wow, rassois-toi le client. Non. Moi, si je donne des débuts de prémices puis que je vois que la personne est encore plus en santé que ce que moi, je suis en train de lui montrer, je vais le dire au client wow, c'est vraiment beau ce que vous êtes en train de faire. Puis ça va m'inspirer, moi, pour approfondir ma compréhension de comment on fait pour aider les gens. Puis probablement qu'on est proche de la dernière rencontre du suivi dans ce temps-là. Là. Quand la personne est en train de progresser plus loin que moi, ça ne veut pas dire non plus que je vais appuyer sur le bouton Eject, parce qu'il y a une phase de consolidation d'une nouvelle acquisition de stratégie qui est parfois nécessaire. Il y a des gens qui, juste le fait de venir s'asseoir devant le psychologue, ça leur permet de cheminer intérieurement quelque chose. Même si moi je dirais rien, c'est la fonction contenance. En fait, dans les principes de la psychanalyse, que je trouve qui sont encore très bons, c'est la fonction contenance et l'association libre. Mais mon style personnel, moi, c'est d'aider les gens en leur donnant beaucoup d'éducation psychologique avant d'être seulement la fonction contenance, témoin de l'association libre de la personne. Donc, j'alterne dans différentes postures parce que je pense que dans l'avancée des données scientifiques qu'on a actuellement,
il y a moyen d'optimiser le début de la trajectoire vers quelque chose qui va équiper les gens de compétences. Puis après ça, moi, je peux prendre une posture de retrait pour leur laisser développer leur autonomie. Sinon, il y a une transaction cachée qui est en train de se passer. C'est la transaction dans laquelle le psychologue serait la source de la santé. C'est pas dans le client, c'est dans le psychologue. Puis là, ça développe de la dépendance au processus thérapeutique. Ici, on est dans quoi? On est dans un gagnant et un perdant. Le client perd, puis le thérapeute gagne parce qu'il gagne de l'argent ou il gagne des clients. Donc moi, même à travers mon processus d'interaction avec mes clients, je vais aller vers une démonstration de théorie des jeux à somme non nulle positif. Je veux qu'il y ait du gagnant-gagnant. Oui, c'est sûr que j'en veux des clients. C'est sûr que je le veux, mon salaire d'avoir travaillé. Mais je veux aussi que la personne soit équipée le plus rapidement possible de compétences. Donc, je veux des clients, puis je veux qu'ils soient capables de se passer de moi le plus vite possible. C'est une démonstration gagnant-gagnant, ça. Dans une démonstration gagnant-perdant, ça serait que soit c'est le psychologue qui s'enrichit, le client qui est dépendant, ou le psychologue qui s'appauvrit, puis le client qui gagne tout le savoir, puis il ne pourra plus avoir recours au service du psychologue bientôt parce que là, il s'est tellement appauvri. Donc, même à travers la relation thérapeutique, je pense que c'est important d'utiliser des théorèmes mathématiques qui ont fait leurs preuves, qui sont capables d'appuyer quelque chose qui va au-delà du feeling. Le sentiment de satisfaction thérapeutique, c'est de l'intersubjectivité. Il y a des gens qui s'enlisent là-dedans. Hein. Ça peut même provoquer du jeu à somme non nulle, double négatif, double destructif, là, dans lequel les deux personnes vont rejouer leurs blessures. Donc, c'est pas juste dans la thérapie de couple, ça se joue, c'est dans la thérapie tout court. Parce que, hey, quand je reçois des gens en thérapie, moi aussi, je suis là! Donc, je fais partie des dynamiques transactionnelles. Être conscient de ce qu'on apporte dans une relation, moi, je le fais en consultation. J'aime bien dire que je suis présent à 50%. Je donne 50% d'attention à mes clients, puis je me donne moi aussi 50%. Moi aussi, je suis là dans la rencontre, même si ça coûte cher. Mais c'est justement pour apprendre à se promener et à être présent entièrement, pour s'assurer qu'il n'y a pas de perdant, puis qu'il n'y a pas non plus un gagnant ou quelqu'un qui profite de l'autre, donc ça demande de la vigilance. Comprenez que mon désir ultime, ce serait de créer une condition de théorie des jeux à somme non nulle dans laquelle il n'y a pas de perdants, dans laquelle il n'y a que des gagnants. On pourrait dire plus 1, plus 2, plus 3, plus 4. Donc, on crée de la valeur pour tout le monde. Ça, c'est puissant. Ça avance. Puis c'est vraiment mon objectif ultime quand je vous partage du contenu gratuit ici sur le web. Je ne suis pas en train de m'appauvrir, moi, personnellement. Là. Je prends cette connaissance-là qui était déjà dans moi, puis je vous l'offre. C'est gratuit. De toute façon, il y a des gens que ça va intéresser d'avoir un service personnalisé. Puis là, c'est pour ce service-là personnalisé qu'il y a des coûts. Donc moi, j'ai créé tout un écosystème pour qu'on essaye de ne pas échapper personne de toutes les manières possibles. Donc j'ai des consultations possibles. J'ai le programme de questions personnalisées. J'ai déjà fait toute la synthèse également de mes connaissances cliniques générales dans un programme que les gens peuvent acheter, programme pré-thérapie sur mon site web. Les questions personnalisées à vraiment faible coût. Je fais des lives également en direct dans lesquels, si vous me pognez en ligne, vous allez pouvoir avoir mon savoir gratuit. Donc, toutes sortes de manières de créer de l'équité, de la justice sociale, dans laquelle on veut que ce soit gagnant-gagnant, que tout le monde ressorte de ça avec une plus-value. Mais dans la réalité, les gens sont parfois blessés. Puis si on va trop vite dans la santé, ça peut éveiller les blessures. Donc, comprenez que dans les théories des jeux, il y a eu plusieurs modèles exploratoires qui visaient à analyser les différentes configurations, les différentes progressions dans les transactions. Il y avait un terme d'ailleurs qui s'appelait quoi? La zone de perte mutuelle. Fait que la zone de perte mutuelle, c'était le doublement perdant. Puis la zone de collaboration, c'était la zone doublement gagnant.
C'est possible d'aller vers doublement gagnant où tout le monde sera gagnant. C'est les principes qui peuvent être associés à la psychologie communautaire, mise en commun, ce qui nous unit, ce qui nous met en relation. Ça demande de dépasser l'intuition du feeling, parce que, hey, parfois, pour être heureux et solutionner un problème, il faut savoir baigner dans un certain inconfort. Mais cet inconfort-là, savoir reporter à plus tard ma gratification immédiate, ça permet parfois d'aller vers une encore plus grande résolution du problème. Donc sur ce, je pense que j'ai fait le tour de l'amalgame entre les théories des jeux, vraiment un résumé raccourci, là, parce que ça, on pourrait en parler pendant des heures et des heures, mélangé avec la thérapie de couple, qui est une des pratiques fondamentales de mon exercice professionnel. Je vous rappelle que si vous voulez me contacter pour prendre rendez-vous, envoyez-moi un courriel ou contactez-moi en privé. Vous allez avoir tous les détails sur mon cadre de pratique avant même de fixer le premier rendez-vous. Fait que vous allez être blindé en termes de sécurité. Sinon, il y a le programme Questions confidentielles qui vous équipera également de peut-être de réponses à certaines pistes. Puis cette semaine, on va être rendu à la 123e heure, je crois, du programme. Donc, tout ça est en rediffusion sur ma plateforme de formation également. Hein, fait que vous avez plus de 1800 questions actuellement répondues que vous pourriez avoir accès à vie. Donc, sur ces sages paroles, c'était le Dr. Paul Simard, psychologue, et on se revoit demain pour la suite du défi Psychoctober.